Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons recevoir Alexis Mignonnac, directeur général adjoint chez Edmond de Rothschild, REM France. Pour faire un point complet sur leur SCPI, Edmond de Rothschild Europa. EDR Europa a publié ses résultats 2025 avec une performance globale annuelle de 8,75%, bien au-dessus de son objectif affiché de 6%. Une SCPI encore jeune, mais qui affiche déjà des fondamentaux particulièrement solides. 100% d'occupation, zéro dette, et des baux d'une durée résiduelle moyenne de près de 14 ans. Alors dans cette vidéo, on va poser les vraies questions. Est-ce que cette performance tient la route? Est-ce que le modèle est solide? Et est-ce que Edmond de Rothschild a sa place dans le portefeuille d'un épargnant français en 2026? Bonjour Alexis. Bonjour Romain. Alors bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'Edmond de Rothschild Europa. La SCPI, donc un PGA de 8,75 en 2025. L'objectif cible était de 6%. Vous performez de 3% supplémentaires. Comment expliquez-vous cette surperformance? Alors, tu as raison de rappeler que la performance sur la durée de placement recommandée de la SCPI reste de 6%. Effectivement, on a réalisé à fin 2025 une performance globale annuelle de 8,75 qui est 100% distributive. Ça veut dire qu'elle a été captée en totalité par nos associés qui étaient en pleine jouissance de leur part. Alors, comment on l'explique? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est bien évidemment un marché historiquement attractif sur le marché de l'investissement en immobilier, notamment sur des actifs de rendement. Ce qui nous permet de générer une surperformance. Et le deuxième élément, c'est optimiser le délai de jouissance, de prise d'effet, donc à partir du moment où les parts génèrent un dividende pour les associés. On arrive à investir plus vite que ce délai de jouissance, ce qui nous permet de générer un effet rélutif sur la performance et d'atteindre ce 8,75% de performance globale. Donc justement, aujourd'hui, vous avez 8,75 de PGA, ça s'explique par un taux d'occupation financier de 100% et un taux d'occupation physique de 100%. Est-ce durable sur la durée? Et ou alors, est-ce que c'est dû tout simplement justement à la construction du portefeuille qui est encore jeune? Et justement, est-ce que c'est pas un petit peu biaisé? Alors, il y a beaucoup d'éléments de réponse sur cette question. Je vais déjà commencer sur l'ensemble de la stratégie. En fait, la première, c'est on se positionne que sur des actifs qui ont des durées d'engagement longues. Donc déjà, on arrive, quand on sécurise une opération, d'avoir des immeubles 100% loués avec des durées d'engagement longues. Donc ça nous permet déjà de diminuer l'aléa. On reste sur des actifs immobiliers qui sont exposés à des locataires qui payent des loyers et on est là aussi pour gérer un aléa d'un locataire qui rentre dans une situation d'impayé qui ne soit plus en capacité de payer. Alors ça passe par différents éléments. Le premier, c'est bien évidemment une audit renforcée de nos locataires. Chez Edmond de Rothschild, on a une vraie culture du private equity, l'analyse de nos locataires. Pour nous, il est très important lorsqu'on se positionne sur une opération d'avoir une vraie lecture de la pérennité du locataire, que ce soit sur l'activité sur laquelle il opère et également sur sa profitabilité. Il y a également les garanties qu'on va aller chercher auprès de nos locataires. Nous, on va aller chercher des garanties longues. Le critère étant d'avoir des garanties qui nous permettent de couvrir le temps d'une recommercialisation locative. D'accord. Au cas où un de nos locataires se retrouve dans une situation d'impayé pour justement pas impacter la distribution de la SCPI. Et le troisième élément, c'est bien évidemment rester sur des actifs très granulaires, ce qui nous permet aussi de diminuer l'éventuel impact qu'aurait un départ auprès d'un de nos locataires. Très bien. Merci de ta réponse. Alors, ce que l'on peut voir également sur Edmond de Rothschild Europa, c'est que vous avez un endettement à zéro. D'accord? Il y a aujourd'hui pas mal de SCPI qui utilisent justement la dette pour maximiser la rentabilité de la SCPI. Aujourd'hui, quel est votre positionnement par rapport à ça? Est-ce que vous allez le maintenir sur la durée, sachant que éventuellement, si les prix baissent, si les taux baissent en 2025-2026, ça ne serait pas déraisonnable d'utiliser ce levier? Bon, déjà, sur la prévision des taux, il n'est encore difficile de dire exactement ce qui va se passer sur le marché des taux. Donc nous, on va être très prudent en tout cas sur ce paramètre-là. Ce qui est de l'endettement, effectivement, on a fait le choix de ne mettre aucun endettement sur cette SCPI à date. C'est un choix voulu, notamment parce qu'on considère que les conditions de marché aujourd'hui sont pas suffisamment intéressantes pour nos associés de mettre en place un financement. Donc c'est un choix voulu. Après, bien évidemment, Edmond de Rothschild est un acteur fort de la structuration de dette. On a des fonds de dette, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien. Mais c'est un choix voulu de ne pas avoir mis de dette. Peut-être que c'est quelque chose qui évoluera dans le temps, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un choix.
Ok. Et justement, à quel rythme de collecte vous projetez-vous en 2026? Et si jamais vous voyez que la collecte augmente drastiquement sur le deuxième trimestre, troisième trimestre, il y a une possibilité pour vous de limiter cette collecte? Alors, déjà sur la tendance de collecte, aujourd'hui, on est sur une tendance entre 150 et 200 millions d'euros de collecte sur l'année 2026. Une tendance qui prend le chemin, parce qu'au cours donc du x2 par rapport à 2025. x2, même x3 par rapport à 2025, porté par les performances de cette SCPI, la stratégie opérée sur le portefeuille, et aussi le fait qu'elle grossisse, forcément, c'est aussi un élément qui attire des associés sur ce véhicule. Sur la question de limiter la collecte. Alors, si, pour l'intérêt des associés, on pourrait bien évidemment limiter la collecte, et ça, c'est un choix qu'on a déjà opéré sur d'autres fonds d'Edmond de Rothschild. Donc, on n'aura aucun problème à le mettre en place pour l'intérêt des associés. Alors, plusieurs éléments de réponse là-dessus. Déjà, nous, on a la chance chez Edmond de Rothschild, on est 155 répartis en Europe, 17 personnes dédiées aux acquisitions, donc on est bien armés pour opérer nos investissements. Mais si on voit que on n'est pas en capacité de sourcer des opérations qui sont en ligne avec les objectifs de la SCPI, si on considère que le marché n'est peut-être plus aussi propice qu'il ne l'est aujourd'hui pour acheter, on n'aura pas de difficulté à limiter la collecte. Très bien. Alors justement, concernant cette stratégie d'acquisition, on voit dans vos actifs que vous avez fait pas mal d'acquisitions en sales and leaseback. Donc si tu peux rappeler un petit peu ce que c'est et pourquoi vous privilégiez aujourd'hui cette solution? Alors, une opération de sale and leaseback, c'est une opération par laquelle un propriétaire d'un immobilier vend cet immeuble pour en devenir locataire. Très bien. Donc c'est vraiment, nous on approche ça beaucoup, c'est la financiarisation de l'immobilier qu'on a vu pendant de nombreuses années, et certaines entreprises sont encore propriétaires de leur immobilier et donc du coup peuvent opérer ce genre d'opération. Alors nous, c'est une opération qu'on aime beaucoup, il y a beaucoup d'intérêt d'intégrer cette stratégie dans un portefeuille d'une SCPI. Bien évidemment, on a accès à beaucoup plus d'informations sur la performance financière d'un locataire, parce que quand j'achète un immeuble lambda, j'ai du mal, mon locataire va pas m'envoyer ses comptes de résultats sur 5 ans détaillés, il va me dire qu'il n'a pas à le faire, et il aura raison. Par contre, si je suis dans une opération de sale and leaseback, on a accès à une totale transparence de notre vendeur sur les performances de l'entreprise sur les 5 dernières années. Donc, bien évidemment, profitabilité vérifiée, comme on disait, c'est un élément important de notre choix. Par ailleurs, on négocie le bail, donc bien souvent, nous qui sommes vraiment des experts de la gestion d'actifs en immobilier, on arrive à sécuriser des baux qui sont vraiment dans l'intérêt de la SCPI et donc des associés. Des garanties souvent plus longues que ce qu'on peut avoir avec un locataire, un immeuble où les garanties sont déjà remises. Et en fait, je ne peux pas renégocier ces garanties-là. Donc là, je peux négocier les garanties qui, pour nous conviennent. Et bien évidemment, on arrive aussi à sécuriser des baux long terme. Et ça, c'est aussi un des choix qu'on opère sur les opérations de sale and leaseback. On ne fait ces opérations-là aussi que sur des locataires qui sont là pour s'engager sur la durée. Okay. Et ça, c'est très intéressant. Et je vais même aller au-delà de ça. Tu sais, chez Edmond de Rothschild, on n'investit que là où on a une présence locale. Ouais. Les opérations de sale and leaseback, c'est avec des entrepreneurs néerlandais qu'on les fait en Allemagne, aux Pays-Bas, des entrepreneurs allemands en Allemagne, et pour pouvoir opérer ces actifs-là et en ayant cette présence locale, on arrive à les générer. C'est vraiment un des éléments aussi qui fait que ce produit peut générer des produits qui diffèrent par rapport à d'autres peut-être SCPI. C'est le fait que en étant présent localement, on arrive à mettre en place une part de notre allocation sur des stratégies sale and leaseback, sur des opérations qui sont difficiles d'accès pour d'autres SCPI qui n'ont pas ces moyens locaux dans les différents pays dans lesquels ils opèrent. Alors, si vous regardez cette vidéo et que la SCPI Edmond de Rothschild Europa vous intéresse, elle est disponible chez Louvainvest. Et si vous souhaitez réaliser une simulation de portefeuille ou prendre rendez-vous avec un conseiller, vous trouverez les liens dans la description. Vous venez d'acquérir un hôtel au Royaume-Uni sur un beau long de 18 ans. On sait qu'il y a pas mal de SCPI aujourd'hui qui refusent ou évitent d'aller sur cette classe d'actifs qui peut être cyclique. Pourquoi vous y êtes allé, surtout dans une petite ville du Royaume-Uni? Ouais. Alors, je pense que déjà, pour comprendre pourquoi certaines SCPI évitent l'hôtellerie, je pense que c'est surtout lié à l'impact qu'a eu le Covid, et certains investisseurs ont dit l'hôtellerie est impactée par une pandémie mondiale. C'est bien évidemment, chaque classe d'actifs a son risque associé, et c'est bien évidemment une des raisons pour laquelle on a fait le choix d'être diversifié. D'accord. D'avoir cette prise sur l'ensemble des classes d'actifs nous permettra de beaucoup mieux gérer un aléa
associés au secteur d'activité que si on était mono-exposé. Donc c'est un des choix, bien évidemment, une des raisons fortes pour lesquelles on est diversifié sur l'ensemble des classes d'actifs. Alors l'hôtellerie, bien évidemment, a souffert de cette pandémie, mais aujourd'hui, sont une classe d'actifs qui performe très bien. Au niveau européen. D'ailleurs, c'est une vraie tendance qu'on voit de près de beaucoup d'investisseurs. La fin du bureau, entre guillemets, a fait aussi a poussé des capitaux à revenir sur la classe d'actifs de l'hôtellerie. Alors nous, on a vocation à intégrer de l'hôtellerie dans la SCPI Edmond de Rothschild Europa. Alors par exemple sur cette opération qu'on a opérée au Royaume-Uni, nous c'est une classe d'actifs, enfin c'est un actif qui est le résultat d'une recherche longue de beaucoup d'hôtels. Enfin, on a étudié beaucoup d'hôtels avant de décider d'opérer sur celle-ci. Nous, ce qui nous intéresse, donc là on est sur un hôtel qui est loué à l'enseigne Travelodge. Donc c'est une enseigne qui a plus de 400 établissements en Angleterre, qui fait plus d'1 milliard de pounds de revenus chaque année, et qui était plutôt dédié à de l'hôtel de passage, soit sur du loisir, soit sur du business, mais vraiment sur des durées courtes. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet hôtel, c'est qu'on est le long de la M6, qui est sur l'axe Liverpool, Birmingham, Londres, donc principal axe autoroutier. Donc Londres, capitale économique, Liverpool, le plus gros port d'échange avec les États-Unis et le Royaume-Uni, donc un véritable activité économique. Et on est sur l'axe autoroutier qui relie les villes avec Birmingham, qui est une des principales villes également d'Angleterre. Donc localisation coche parfaitement les cases pour l'activité de l'hôtellerie, enfin de ce type d'hôtellerie. Le locataire de qualité, comme je disais, et voilà, on a aussi des durées d'engagement particulièrement longues, 18 ans, des taux de rentabilité plus de 7%. D'ailleurs, on a réalisé au cours du premier trimestre 2026 une autre opération en hôtellerie, là cette fois-ci 29 ans ferme. 29 ans ferme. 29 ans ferme, à plus de 7% également. Là, cette fois-ci, on est aux alentours de Londres. Donc voilà, c'est aussi un des... plus sécurisant. Je dirais pas que c'est plus sécurisant, je dirais que c'est une localisation qui coche exactement l'endroit sur lequel on doit retrouver ce type d'hôtel. Sur 400 hôtels gérés par Travelodge, par exemple en Angleterre, peut-être seulement 10% ou 5% de ce parc serait susceptible de nous intéresser. Donc c'est pour vous donner le niveau de sélectivité qu'on va avoir sur les choix qu'on aura par exemple sur cette classe d'actifs. Et vous n'avez pas peur justement que l'hôtellerie demain surpondère un peu le portefeuille ? Non, parce que aujourd'hui, on vise à peu près 10% d'allocation du portefeuille sur de l'hôtellerie, donc ça restera une part minoritaire. De toute façon, on a vocation à être diversifié, mais par exemple, on considère que l'hôtellerie est une classe d'actifs qu'on mettra peut-être plus en avant par rapport à du bureau. Très bien. Qui a lui vraiment vocation à être sur une allocation. On va avoir une exposition minorée sur le bureau. Parce que on voit bien que c'est une classe d'actifs qui a été surproduite, qui a des niveaux de vacances qui est quand même assez importants et qui est excessivement coûteux à repositionner. De l'hôtellerie, ce qui est génial, c'est qu'un locataire gère parfaitement bien son hôtel parce que de toute façon, s'il l'entretient pas bien, il va pas avoir son taux de remplissage dont il a besoin. Donc c'est des actifs qui finalement vieillissent beaucoup mieux qu'un locataire bureau qui lui à la fin de son bail aura pas de scrupule à le laisser en l'état et à partir ailleurs. Ouais, c'est beaucoup moins gênant pour lui en tout cas de le maintenir au meilleur standard que de l'hôtellerie. Et sur d'autres classes d'actifs, on a ça également. Par exemple, sur le commerce également, une classe d'actifs qu'on aime bien. C'est quelqu'un qui est propriétaire d'un commerce, va avoir tout intérêt à bien l'entretenir pour générer une envie auprès de ses clients à venir chez lui et à générer son chiffre d'affaires. Alors justement, concernant les actifs, quel est aujourd'hui votre critère numéro 1 sur le choix d'un actif ? Et symétriquement, quel critère vous fait ne pas acheter justement l'actif ? Tu l'as compris, le critère numéro 1 pour nous ? J'ai l'impression que c'est la durée du bail. Ah non, c'est la localisation. La localisation. La localisation. On part de quel est l'intérêt de la localisation pour l'usage qui est donné à l'actif. Donc nous, le critère numéro 1, c'est la localisation. La principale raison pour laquelle on ne fait pas, c'est la qualité du locataire. Très bien. Voilà. Okay. C'est pour nous... on part de la localisation, on rentre dans le détail de la profitabilité de nos locataires. Si on voit que la profitabilité n'y est pas, c'est la fin de l'histoire. Donc ça se rejoint un petit peu avec le sales and leaseback, justement, quand tu as la qualité du locataire qui est directement dans les bilans. Ok. Justement, par rapport à la valorisation,
Aujourd'hui, on a une valeur de reconstitution à plus de 220 euros, quand le prix de part est à 200 euros. Donc, il y a une décote d'environ 9,30 par rapport à ta valeur de part, une surcote plutôt de 9,30 par rapport à la valeur de part. Quelle est votre stratégie par rapport à ça, sachant qu'on sait très bien qu'on doit respecter les plus 10%, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Vous envisagez une éventuelle revalorisation de part sur l'année 2026 ou plus tard? Comment vous voyez les choses? Alors, aucune décision est prise en ce sens. C'est une décision qui est à la main des gérants et qui sera prise aussi en fonction de l'évolution des marchés. Mais bien évidemment, la vocation de la SCPI Edmond de Rothschild Europa, c'est de créer de la valeur et chose sur laquelle on travaille. Très bien. Alors, on parlait des actifs tout à l'heure, de l'hôtellerie, du bureau, du commerce. C'est vrai, vous avez 6% de bureaux. Vous avez environ un peu plus de 30% de commerce. Donc, le bureau, bien évidemment, il a eu son âge d'or. Et puis après, avec le télétravail, l'émergence, la guerre en Ukraine, etc., ça fait quand même une belle correction sur les prix. Le commerce, aujourd'hui, il peut être sous tension avec l'essor du e-commerce. Cette allocation d'actifs, comment vous la voyez dans le futur avec on va dire, une répartition un peu équilibrée? Comment vous voyez les choses? Alors, déjà sur la question du commerce, nous on est intéressé sur le marché commerce, sur le commerce essentiel, c'est-à-dire le commerce qui ne finalement souffre moins de l'activité du e-commerce. Donc par exemple, on a fait des opérations sur des magasins de bricolage où en fait on est vraiment sur des activités où le client va venir en voiture, acheter les éléments dont il a besoin pour son chantier et après repartir sur son chantier. Il va pas attendre de faire du e-commerce pour aller commander son placo ou sa peinture. Donc c'est clair que c'est des activités qui fonctionnent bien et nous c'est une activité qu'on aime beaucoup aussi parce qu'on est en capacité d'analyser les chiffres d'affaires opérés par les enseignes, les niveaux de loyer payés par chacun des magasins et de regarder si on est sur des ratios qui sont encore une fois pérennes pour l'activité du locataire. Et c'est aussi des éléments que nous on analyse beaucoup sur le commerce. Donc c'est pour nous une classe d'actifs qui fonctionne bien. On vise surtout des commerces, comme tu as compris, qui sont peu impactés par le e-commerce. Ouais, très bien. Sur le bureau, bien évidemment, voilà, j'en ai déjà dit un mot. On est très prudent sur cette classe d'actifs. Le marché est en souffrance sur la demande. Il y a une surproduction. C'est des actifs coûteux. Donc on a une exposition minorée sur cette classe d'actifs. On reste que sur des actifs bien placés, monolocataires, où on sait qu'on a une vraie pérennité de la demande sur cet actif. Mais tu parles du e-commerce, mais tu as parfaitement raison. Le e-commerce aujourd'hui, c'est en pleine expansion d'année en année. Et nous, on en est convaincus depuis de nombreuses années chez Edmond Rothschild parce qu'on est un des plus gros propriétaires d'actifs logistiques et d'activités en Europe. C'est une classe d'actifs qu'on maîtrise parfaitement et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a une exposition plus importante sur la logistique et l'activité parce qu'on est convaincus de la pérennité de ces classes d'actifs sur la durée. Très bien. Alors, une autre classe d'actifs dont on n'a pas parlé, c'est le résidentiel. Aujourd'hui, vous avez lancé avec Edmond de Rothschild un fonds German Residential Alpha à Berlin. Est-ce que c'est une classe d'actifs que l'on peut voir sur la SCPI Edmond de Rothschild Europa? Alors non, ce n'est pas une classe d'actifs qui est visée par la SCPI. On restera uniquement sur des locaux commerciaux, donc on ne visera pas du tout le marché résidentiel parce que le profil recherché pour une SCPI qui sera donc plutôt des actifs sur de la rentabilité, de la distribution pour ses associés, n'est pas compatible avec des actifs résidentiels où là on est plutôt sur des opérations de transformation et donc de gain en capital sur la durée de placement. Parlons maintenant aujourd'hui des perspectives 2026. Quels sont vos projets sur cette année et si tu peux nous en dire plus sur éventuellement la perspective de rentabilité de la SCPI? Alors pour l'avenir sur la SCPI Edmond de Rothschild Europa, déjà bien évidemment c'est de continuer à générer une performance en 2026 en ligne avec celle réalisée en 2025, c'est-à-dire une performance qui a été de plus de 8%. On espère pouvoir reproduire la même chose cette année. Ce qui est également au-delà de la performance, les ambitions pour la SCPI Edmond de Rothschild Europa, c'est bien évidemment continuer à diversifier pour les bonnes raisons, comme on en a beaucoup parlé, et j'étais ravi dans cette vidéo de parler des classes d'actifs. Donc nous on dit souvent c'est diversifier pour les bonnes raisons, c'est-à-dire le bon actif au bon prix, sur le bon emplacement, avec le bon locataire. Ça résume assez bien le cahier des charges que l'on a aux acquisitions. Et bien évidemment, continuer à diversifier sur différents pays
le portefeuille uniquement là où on a une présence locale. On a notamment ouvert un nouveau bureau à Madrid, donc on a déjà des opérations en cours d'acquisition en Espagne qui va pouvoir enrichir le portefeuille de la SCPI Edmond de Rothschild Europa, et quelques autres surprises que pour le moment je garde pour nous, mais qui à mon avis feront le plaisir de nos associés et de nos partenaires. Bon, très bien. Je te remercie, Alexis, pour toutes ces explications. On va espérer que la performance soit en ligne sur 2026 et venir sécuriser un petit peu les avoirs de nos investisseurs. Je te remercie. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous le rappelle, si la SCPI Edmond de Rothschild Europa vous intéresse, les liens de rendez-vous sont en description. Et si vous souhaitez étudier votre projet d'investissement avec l'un de nos conseillers ou réaliser une simulation de portefeuille, c'est totalement gratuit. Les liens se trouvent aussi dans la description.